C'est l'histoire d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre qui a démarré il y a plus de 40 ans, mais que personne n'a déclarée officiellement. Entre l'Iran d'un côté, les États-Unis et Israël de l'autre, cette guerre aussi bien idéologique que stratégique n'en finit pas d'attiser les passions, les rancœurs, les haines. Et si elle éclatait véritablement, c'est tout le Moyen-Orient qui s'embraserait, avec le risque d'engendrer un nouveau conflit mondial. Alors, pour comprendre ce retour possible de la plus barbare des violences, il faut remonter le temps, dénouer les fils de la tragédie, chercher les insaisissables vérités des uns et des autres derrière les dogmes et les certitudes, et raconter cette histoire. L'histoire de cette guerre démarre le 1er février 1979, à bord d'un avion en provenance de Paris, à destination de Téhéran. Un vieil homme prie, c'est l'ayatollah Khomeini. Il s'apprête à bouleverser radicalement l'histoire de l'Iran. Ce n'est pas facile de parler de la grandeur du personnage. Un jour, un de ses ennemis a déclaré « Il n'y a eu personne comme lui depuis 800 ans, et il n'y aura personne d'autre comme lui dans les 1000 ans à venir. » Ce vieil homme est alors la figure historique de l'opposition au Shah, le roi tout-puissant qui règne sur l'Iran depuis près de 40 ans. Exilé depuis 15 ans, l'ayatollah rentre enfin chez lui pour engager le combat final auprès de son peuple. La révolution au nom de l'islam chiite. Bientôt, tout le Moyen-Orient va basculer dans une nouvelle ère. Un an avant le retour de Khomeini, Téhéran s'est soulevé. Dès le début de l'année 1978, des centaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues pour défier leur monarque. Le régime du Shah était une dictature militaire, si on peut dire. L'armée était partout. Et c'était si corrompu. Pas seulement dans l'économie ou la justice, mais tous les secteurs, à tous les niveaux du pouvoir l'étaient. Et tout était fermé à tout le monde. Donc, il n'y avait aucune opportunité pour personne d'évoluer dans la société. Et cette corruption était un très bon moyen pour vous encourager à vous opposer à ce régime. Les manifestants ne veulent plus de ce roi qui, pour faire de l'Iran une grande puissance, veut leur imposer, de gré ou de force, une modernité à l'occidentale. Ils y voient un système injuste et corrompu, qui ne satisfait pas les besoins les plus élémentaires de la population.
Deux pays incarnent cet impérialisme dénoncé par les manifestants. Deux pays qui soutiennent le régime du Shah. Les États-Unis et Israël. Aujourd'hui, il est difficile de concevoir que ces deux pays étaient alors les plus proches partenaires de l'État iranien. Les relations étaient excellentes avec les Iraniens à l'époque. Beaucoup d'Israéliens habitaient en Iran et aidaient ce pays dans de nombreux domaines. Pour nous, l'Iran était sans doute le partenaire le plus important après les États-Unis, pour ce qui est des intérêts économiques. Avec eux, on a mené à bien des projets grandioses. C'est dans les années 50 qu'Israël se rapproche du Shah. Isolé au sein d'un monde arabe qui refuse son existence, l'État hébreu cherche des partenaires non arabes, plus loin au Moyen-Orient. L'Iran, perse, pro-occidental, d'un islam autre que celui des pays arabes, s'impose comme un allié naturel. Les Iraniens venaient souvent chez nous. C'était une collaboration d'une très grande intensité. Vraiment, inimaginable. Yitzhak Segev prend ses fonctions d'attaché militaire en Iran en 1977, un an avant le début des manifestations. Sa mission ? Renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. J'étais alors chargé d'exécuter un contrat entre l'Iran et Israël pour 1,2 milliard. L'Iran payait et Israël fournissait matériel et savoir-faire dans des domaines très sensibles, missiles, avions, etc. Washington aussi a choisi de faire de l'Iran un instrument central de son influence dans la région. Une intense coopération militaire doit lui permettre de maintenir Téhéran dans le camp occidental. Et c'est aussi l'époque de la guerre froide, bien sûr. L'Iran était alors une arène majeure de la confrontation américano-soviétique. Donc le Shah était proche des États-Unis. Il comprenait qu'il avait besoin de leur soutien pour s'opposer à l'Union soviétique et se maintenir au pouvoir. Alors aujourd'hui, quand je donne une conférence à des jeunes, ils ne me croient pas quand je leur dis qu'en 77 et 78, les deux plus grands alliés de l'Iran étaient les États-Unis et Israël. Pour Tel Aviv comme pour Washington, l'Iran du Shah est un partenaire inestimable. La pièce maîtresse dans le grand jeu moyen-oriental. Israéliens et Américains ne perçoivent pas alors la profondeur, la force de cette opposition qui va tout emporter. Quand je parlais avec les généraux, ils me disaient « Écoute, c'est comme la rougeole. À cette période, il y a des manifestations, c'est comme ça. Le Shah nous demande de résoudre le problème car il est le chef des armées. Eh bien, nous résolvons le problème. » L'Amérique ne voyait pas ce qui se passait au sein de la société iranienne, car on n'avait personne immergé dans cette société. Nos contacts, c'étaient les gens de la classe supérieure, des militaires partisans du statu quo, qui se forçaient donc à rester fidèles au Shah, en espérant ainsi que tout continuerait comme avant. C'était ça, nos contacts. Des gens mal informés et qui n'allaient pas nous annoncer de mauvaises nouvelles. L'aveuglement, l'incompréhension du régime devant la puissance et la détermination du peuple en marche ne peuvent conduire qu'au drame. Ce jour-là, l'armée du Shah ouvre le feu dans les rues de Téhéran. C'est le vendredi noir. 87 morts officiellement, 4000 selon l'opposition.
La monarchie vient de montrer son véritable visage. Je me souviens, je prenais une douche le matin après le vendredi noir, comme on l'a appelé. Il m'est apparu que ce qui se passait alors, c'était une guerre entre le Shah et son peuple. Et il m'a semblé que le Shah n'allait pas gagner, et qu'on allait devoir affronter une nouvelle situation en Iran, comme on n'avait alors jamais connu. Le processus révolutionnaire est lancé. Il ne s'arrêtera plus. Considérés comme des soutiens du Shah, les expatriés israéliens et américains commencent à quitter le pays. Ils sont devenus des cibles. Les manifestants attaquent cafés, restaurants, banques ou cinémas. Les symboles de la modernité à l'occidentale qu'ils associent à la mainmise d'Israël et des États-Unis sur leur pays. Le discours anti-américain était dû au fait que le discours de gauche contre l'impérialisme, considéré comme une menace, était alors dominant. Il fallait résoudre la contradiction principale, comme on disait à l'époque. Les forces religieuses étaient aussi inflexibles contre les USA. Elles voyaient l'Amérique comme le phare de la modernité. Elles le voient toujours comme ça. Concernant le discours contre Israël, il était également lié à ce discours de gauche qui identifiait ce pays, et c'est toujours le cas, à la cause palestinienne. Pour la gauche, Israël était le responsable de la négation des Palestiniens. Et il y avait un sentiment profond au sein du système iranien que les services secrets iraniens, la SAVAK, étaient dirigés par le Mossad, par Israël. Donc, il y avait ces Américains qui pillaient le pays, les Israéliens qui dirigeaient les services secrets du Shah et participaient aux tortures, aux tueries. C'est pourquoi les Iraniens voyaient alors Israël comme une part des États-Unis. Abattre la monarchie, briser les liens avec Washington et Tel Aviv, rejeter la modernité à l'occidentale. Tout cela s'agrège alors dans un même combat. Pour réussir, celui-ci doit trouver son incarnation. Petit à petit, alors que le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, il lui fallait une direction, donc un responsable. La personne qui pouvait remplir parfaitement ce rôle, c'était l'ayatollah Khomeini. Je dois dire qu'il n'y a pas que les différentes factions de l'opposition islamiste qui ont rejoint l'ayatollah Khomeini, mais d'autres membres de l'opposition, comme les nationalistes, les marxistes aussi. Toutes ces factions ont reconnu l'ayatollah Khomeini comme le leader de la révolution. Le moment est venu pour lui de réaliser son rêve, l'application d'une doctrine radicale. Établir une république islamique, c'est-à-dire une théocratie, au sein de laquelle le pouvoir ultime est détenu par une autorité religieuse, le guide suprême, lui. En posant le pied sur le sol iranien, Khomeini s'apprête à porter le coup fatal à la monarchie. Rien ni personne ne peut s'opposer à son triomphe. C'était bouleversant,
vraiment bouleversant. Environ 10 millions de gens marchaient dans les rues de Téhéran. D'aussi loin que je me souvienne, c'était la plus grande cérémonie d'accueil de l'histoire. 10 millions de personnes étaient venues pour accueillir son héros. Tout le monde le voyait comme le leader de la révolution. Un leader charismatique et comme un représentant de Dieu aussi. Il allait sauver le pays. Il allait nous apporter le paradis sur terre. C'est désormais lui qui incarne la légitimité du pouvoir. D'autant que le Shah, très affaibli par la maladie, a quitté le pays 3 semaines plus tôt. Dix jours plus tard, après seulement 48 heures de combat dans les rues de Téhéran, la monarchie iranienne sur laquelle régnait le Shah depuis 37 ans s'effondre. La victoire de la révolution est totale. L'ayatollah Khomeini est le nouveau maître du pays. This had been the Israeli mission in Tehran, responsible for the economic ties between the Iran of the Shah and Israel. Les révolutionnaires s'attaquent immédiatement aux ennemis désignés du nouveau régime. La mission diplomatique israélienne est mise à sac, entièrement ravagée. Ses 33 membres, les derniers Israéliens encore présents en Iran, doivent trouver un moyen de quitter le pays. Personne ne rentre chez lui. On s'installe dans des appartements qu'on avait prévus avant, 5 ou 6 dans chaque appartement. Et on y est resté enfermé pendant une semaine. On avait tous une arme. Certains avaient leur passeport. On se préparait à s'enfuir. À ce moment-là, c'était dur. On était très peu à pouvoir sortir dans la rue. Une semaine plus tard, c'est enfin l'heure du départ. Ils se rendent par petits groupes à l'hôtel Hilton dans le centre de Téhéran, où un bus doit les conduire à l'aéroport. Distance, 17 km. 17 km à parcourir en pleine effervescence révolutionnaire. Tout peut arriver. 17 km. 10 millions d'Iraniens de chaque côté de la route, tous avec des tomates et des œufs. Dans le bus, il y a un chauffeur et 2 Iraniens avec des kalachnikovs. Notre bus avance. Ils ont cru que c'était un bus de la Révolution. Ils n'ont pas jeté une tomate ni un œuf. Une fois arrivés à l'aéroport, c'est enfin l'embarquement. Puis le décollage. Et la délivrance. Peut-être. Quand nous sommes montés dans l'avion, il a démarré. Il a commencé à rouler. Et tout d'un coup, il s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes et encore une fois, ces salauds de la Révolution sont entrés. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont encore oublié? Ils voulaient faire encore une dernière vérification, je ne sais pas quoi. Puis ils ont fermé la porte et nous avons décollé. Au même moment, le grand ennemi des Israéliens, Yasser Arafat, le leader de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, arrive à Téhéran, accueilli comme un véritable chef d'État. C'est en 1969 qu'Arafat prend la tête de l'OLP. Son ambition ? Créer un État palestinien sans dépendre de ses parrains arabes. Installé au Liban, Arafat mène avec ses fédayines, ses combattants, des actions de guérilla à la frontière nord de l'État hébreu.
Aujourd'hui, il vient demander l'aide de Khomeini, grâce à qui il espère pouvoir acquérir les moyens de son autonomie. Definitely, it changed completely the whole strategic policy in this area. In case of a war, upside down completely. En invitant Arafat à Téhéran, Khomeini lance un message fort à l'ensemble du monde musulman. L'Iran soutiendra dorénavant la cause palestinienne, considérée comme un combat existentiel entre l'islam et l'Occident chrétien, impérialiste, parrain de l'État juif. Il faut reconnaître qu'Israël est un moyen d'oppression de l'Occident sur le monde musulman. Le fait de dire qu'on a voulu créer un pays pour un peuple, le peuple juif, c'est du n'importe quoi. C'est un vrai mensonge que l'Ouest a proféré pour régner sur toute la région, sachant bien que nous n'accepterons jamais ce pays. Khomeini prend alors une initiative spectaculaire. En lieu et place de la mission diplomatique israélienne, il y aura maintenant l'ambassade de la Palestine. Tout un symbole. Par ce geste, le leader religieux rompt tout lien avec l'État hébreu, dont l'existence n'a pour lui aucune légitimité. L'alliance stratégique entre Israël et l'Iran appartient définitivement au passé. Les États-Unis ont reconnu la jeune République islamique, mais à Washington, on s'inquiète. Quel genre de relation sera-t-il possible d'entretenir avec ces nouveaux dirigeants? Au sein du gouvernement américain, les avis divergeaient. Certains pensaient que Khomeini était trop radical et qu'il serait difficile de négocier avec lui. Je crois que la plupart des gens pensaient quand même que nous pourrions continuer à avoir des relations avec l'Iran. Même malgré le départ du Shah, on allait maintenir un lien. On avait notre ambassade là-bas. Justement, le 4 novembre 1979, des centaines d'étudiants islamistes envahissent l'ambassade américaine et prennent en otage 52 diplomates. Khomeini hésite. Va-t-il soutenir ses étudiants au risque d'une grave crise avec les États-Unis? Va-t-il les soutenir pour garder la main sur le mouvement? وقتی که جوانهای پاسدارمون لانه جاسوسی را فتح کردند و جوانهایی که می‌خواستند که از زیر دوغ امریکا و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند. Quand la crise des otages est survenue, c'était clair que nous n'étions pas préparés à traiter avec un Iran de cette nature. Le fait que cette haine à notre égard s'incarne dans la crise des otages a fait de l'Iran immédiatement un de nos soucis majeurs. Les derniers otages seront libérés au bout de 444 jours. En apportant son soutien aux étudiants, Khomeini fait de cette affaire l'acte 2 de la Révolution, un des mythes fondateurs du nouveau régime.
est la cause principale de la rupture entre son pays et les États-Unis. Un nouveau Moyen-Orient est en marche. Plus rien ne sera jamais comme avant. Les ambitions et les intérêts respectifs de Téhéran d'un côté, Washington et Tel Aviv de l'autre vont bientôt entrer en collision, dans le plus grand fracas. Ce jour-là, près de 90 000 soldats israéliens, 1300 tanks et 1500 transports de troupes envahissent le Liban. Un pays qui n'a a priori rien à voir avec l'affrontement naissant entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Déchiré par une guerre civile depuis des années, le Liban est devenu un champ de bataille régional. La Syrie occupe une partie du pays, à l'est. Surtout, au sud, c'est l'OLP qui est toute puissante. L'organisation palestinienne a fait de la zone sa base opérationnelle pour lancer des raids meurtriers contre Israël. Le 6 juin 1982, Tel Aviv lance son opération Paix en Galilée. L'objectif annoncé est défini haut et fort. Nettoyer et prendre le contrôle du sud Liban afin de stopper les opérations de guérilla des Fédayines d'Arafat. To fight and destroy the terrorist organizations that have been killing and murdering our people for years and years. That is our goal here. Ariel Sharon, récemment nommé ministre de la Défense, dirige l'offensive. Aux yeux de beaucoup d'Israéliens, c'est un héros. Il a été au premier rang de toutes les victoires remportées par l'État hébreu depuis sa création en 1948. Once we'll finish it, we'll move immediately back. We don't have any interest whatsoever to stay here, not our country. We don't need even 1 square inch of this country. Il s'agissait de faire reculer les terroristes, principalement les membres de l'OLP. Il fallait les repousser vers une ligne qui nous mettrait à l'abri des tirs. La rumeur était qu'ils avaient un canon à longue portée, le Long Tom, une portée de 40 km. Donc il fallait les éloigner à plus de 40 km de la frontière. C'était le plan, ni plus ni moins. En moins d'une semaine, Sharon dépasse largement le plan initial. L'avancée de son armée est foudroyante. L'opération s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus important. Sharon a avancé vers le nord et progressé avec succès de plus en plus loin au nord jusqu'à ce que nous nous rapprochions de Beyrouth. À Téhéran, c'est la stupeur. Avec l'avancée des troupes israéliennes vers la capitale libanaise, le rapport de force au Moyen-Orient change radicalement. Pour Khomeini, il n'en est pas question. Mais comment peut-il réagir ? Engagé dans une guerre totale contre l'Irak depuis l'attaque lancée par Saddam Hussein 2 ans plus tôt, en septembre 1980, la jeune République islamique va devoir se battre pour sa survie pendant 8 longues années dans ce qu'on appellera la guerre Iran-Irak. Le leader iranien n'a donc pas les moyens d'ouvrir un autre front contre Israël au Liban. Pour justifier sa décision, Khomeini a déclaré que la route qui mène à Jérusalem doit passer par Karbala, ce qui est une manière religieuse d'exprimer une décision stratégique fondamentale selon laquelle chaque chose en son temps. L'aspiration de l'Iran à participer à la libération de Jérusalem doit venir après la défaite que l'Iran doit infliger à Saddam Hussein. À Beyrouth,
Un pilonnage massif s'abat maintenant sur l'ouest de la capitale, où se sont réfugiés Arafat et le gros de ses troupes. Une partie de la ville est rasée. Il y a des milliers de morts, surtout des civils. Le 21 août 1982, le siège israélien prend fin. Défait, Arafat quitte le Liban et s'exile en Tunisie avec 10 000 de ses fédayines. Ils seront bientôt remplacés par une force internationale, composée surtout de soldats américains et français, dont la mission sera de sécuriser la capitale libanaise. Pour Sharon et le Premier ministre Menahem Begin, la question palestinienne est réglée. Ils peuvent donc passer à leur objectif inavoué, la transformation du Liban. D'un pays multiconfessionnel, ils veulent faire un État chrétien, dirigé par la minorité maronite, un État puissant et surtout un État allié. Mais en agissant de la sorte, ils vont réveiller sans le savoir une autre communauté libanaise, la plus nombreuse du pays, la communauté chiite. The Shias at one time lived quietly in the south of Lebanon. They became politicized when their Palestinian neighbors attacked Israel and the Israelis bombed them in return. Installés surtout à l'est et au sud du Liban, les chiites ont subi directement l'invasion, puis maintenant l'occupation israélienne. Certains d'entre eux sont bien décidés à prendre les armes et résister. C'était ma conviction, en 1982, qu'Israël était un ennemi. Et je soutenais la cause palestinienne. Je me considérais de ce camp. Naïm Kassem est alors âgé de 29 ans. Professeur de chimie à Beyrouth, il dirige l'Union des associations islamistes d'enseignement, une organisation chiite. Pour nous, la pensée de l'imam Khomeini correspondait parfaitement à notre croyance profonde. Avec d'autres groupes islamistes, on s'est réunis et on est tombé d'accord. Nous sommes partis en Iran pour y proclamer notre volonté de prêter allégeance à l'imam Khomeini, afin qu'il soit notre guide, qu'on respecte son autorité, et il nous a donné sa bénédiction. Khomeini accueille avec intérêt l'offre de service. Il va pouvoir se rapprocher de l'État juif pour mieux le combattre par l'intermédiaire de ses nouveaux alliés. Une association d'autant plus évidente qu'il entretient avec ses chiites libanais des liens anciens et profonds. Beaucoup des leaders de la révolution en Iran, qui ont occupé des positions très importantes dans les semaines qui ont suivi leur arrivée au pouvoir, ont été formés au Liban. Leur lien avec la communauté chiite libanaise était profond. Vous savez, le chiisme du sud Liban est plus ancien que le chiisme iranien. À l'été 82, les responsables chiites libanais créent donc dans la ville de Baalbek, située à l'est du pays, dans la plaine de la Beka, une nouvelle organisation de lutte contre Israël avec l'accord de Khomeini. La RIL, la résistance islamique du Liban. Elle prendra officiellement le nom de Hezbollah 3 ans plus tard, en 1985. Pour le moment, ses buts sont avant tout opérationnels et secrets. À sa naissance, notre mouvement de résistance devait rester clandestin pour pouvoir être efficace et se développer.
Donc, la confidentialité était la règle. Il nous fallait agir secrètement pour exister politiquement plus tard. C'était le seul moyen de nous protéger et de permettre notre expansion. L'objectif initial du Hezbollah était militaire. Il ne s'agissait pas seulement de proposer une résistance armée contre Israël, mais bien de vaincre par tous les moyens cette occupation et d'obtenir un retrait du Liban. Pour aider la nouvelle organisation, l'Iran envoie au cours de cet été 82 quelques centaines de gardiens de la Révolution dans la Bekaa. Ces hommes appartiennent à un corps d'élite créé dès la naissance de la République islamique et chargé de sa défense. Dépendant directement du guide, ils forment la garde prétorienne du régime. Nous n'avions pas demandé à l'Iran, pas plus aux gardiens de la Révolution, ni à qui que ce soit de combattre Israël à notre place, nous, les Libanais ou les Palestiniens. Nous demandions de l'aide, c'est tout. Car à l'époque, personne ne soutenait les forces libératrices qui luttaient contre Israël. Ces soldats d'élite ne combattent pas, mais ils apportent des armes, de l'argent, un savoir-faire. Leur présence implique l'aide d'un autre pays, dont l'armée occupe cette partie du Liban, la Syrie. Pour arriver dans la Bekaa, ces hommes ont ainsi bénéficié de l'aide du dictateur Hafez al-Assad, un opposant fervent lui aussi à l'État d'Israël. En envoyant ces passes d'Aran, Khomeini met sur pied un partenariat qui va s'avérer stratégique pour les décennies à venir. Le partenariat avec la Syrie. Ils ont commencé à mettre sur pied le Hezbollah, à organiser cette alliance avec Assad, à fournir Assad en pétrole, à financer donc cette relation avec Assad, parce qu'ils ont alors pensé qu'ils avaient besoin de ce qu'ils appellent une profondeur stratégique. Ils avaient besoin d'outils à leur disposition pour menacer Israël, ce qui signifiait aussi menacer les États-Unis, en disant « si vous nous frappez, nous vous frapperons en retour ». En créant le Hezbollah, ils frappent à la fois Israël et les États-Unis au Liban. Je ne sais pas s'ils savaient dès l'origine que cela deviendrait leur succès le plus éclatant. Mais je pense qu'ils avaient fixé certains objectifs au tout début. Et dès le départ, l'objectif n'était pas de cantonner le Hezbollah à n'être qu'un acteur non étatique, mais de l'aider à devenir un parti politique, à devenir une force dominante au Liban et au Moyen-Orient. C'est un véritable système d'alliance qui prend alors naissance dans les confins de la plaine de la Bekaa. Un système mis en place par l'Iran, avec le concours de la Syrie. Un système qui crée un objet politique inconnu, le Hezbollah. Un système qui donnera plus tard naissance à un axe majeur du Moyen-Orient. L'axe Iran, Syrie, Hezbollah. Mais ce système, pour le moment, personne n'en devine l'émergence. Pas plus les Américains que les Israéliens. Der Kanoun, sud-Liban, à une dizaine de kilomètres de la frontière israélienne. Vers 6h30 du matin, une Peugeot blanche, bourrée d'explosifs, quitte le village en direction de Tyr, la grande ville de la région. Au volant, un jeune résistant de 18 ans, membre du Hezbollah. Il s'appelle Ahmad Kassir. Le martyr Ahmad Kassir était discret depuis sa jeunesse, mais vertueux. Il ne pouvait jamais se taire ou faire des compromis face à l'injustice. Il vivait en Arabie Saoudite, mais il est rentré directement au Liban après l'invasion israélienne.
Notre oncle paternel a essayé de le retenir en lui disant qu'il n'avait rien à faire ici en période de guerre. Et sa réponse a été « Je sais très bien ce qu'il faut que je fasse ». Ce jeune homme inconnu va dans quelques instants devenir un héros légendaire du combat des chiites contre Israël. Ce qu'on appelle ici un shaïd, un martyr de la résistance. Il va commettre un acte que personne n'a encore jamais osé réaliser au Liban. Un acte aussi bien religieux que politique. En 1982, on considérait que la confrontation avec Israël nous était défavorable. Nous ne pouvions pas lui causer de dégâts. Il nous fallait prendre une initiative originale, commettre un acte atypique, l'acte martyr. Le culte des martyrs remonte aux origines du chiisme. Au 7e siècle, l'imam Hussein et ses compagnons sont massacrés à Karbala, dans l'actuel Irak, lors d'un combat fratricide pour prendre la succession du prophète Mahomet. L'événement, commémoré chaque année, constitue le fondement même du chiisme. Cette aptitude, cette prédisposition au sacrifice, à la lutte contre l'injustice et la corruption, cela fait partie intégrante de la pensée chiite. Et cela a été central dans la mobilisation des chiites du Liban. Ce n'est pas une simple question militaire, mais cela relève d'une doctrine, d'une vision. Le but était de lutter contre l'occupation, mais ces opérations martyrs étaient aussi une nouvelle forme inconnue de lutte dans la région. Il est 7 heures maintenant, ce 11 novembre 1982. Ahmad Kassir emprunte l'avenue principale de Tyr. Sans hésiter, il accélère et se jette avec sa voiture sur un grand ensemble résidentiel. Le quartier général de l'armée israélienne pour tout le sud Liban vient de s'effondrer. Un bâtiment de 7 étages, pulvérisé. באיזה קומה אתה היית כשהיה פיגוע? קומה חמישית. והייתי בדיוק בשירותים. באתי לעשות צרכים ופתאום שמעתי את הפיצוץ. והרגשתי שהכל קורס. ופתאום ראיתי את עצמי קבור מתחת להריסות של הבטון. והתחלתי לצרוח שיצילו אותי. אחרי איזה שעה של מאמצים הצליחו למשוך אותי מתחת להריסות של הבטון. J'étais à Tyr à ce moment-là, car on avait une épicerie là-bas. Je rentrais par le même chemin que d'habitude, mais les Juifs avaient barré la route. C'était inoubliable. L'incendie était vif encore. L'immeuble, les pierres, tout brûlait. On était fiers. Il se passait enfin quelque chose. L'envahisseur subissait des pertes. Il y avait des morts. On était content de cela. On se demandait qui avait bien pu oser faire ça. Je ne savais pas que mon frère Ahmad était devenu martyr. Je n'ai jamais oublié ce moment. C'est un carnage. 91 soldats israéliens et 15 prisonniers libanais trouvent la mort. Ariel Sharon ne comprend pas. Comment un événement pareil a-t-il pu survenir alors que le seul ennemi connu, l'OLP, a été écrasé il y a plus de 2 mois déjà? אחת הגרסאות אומרת שייתכן שזהו פיגוע חבלני. כיצד היית מגדיר את מצבו של אש"ף היום אחרי המלחמה? באשר למצב כאן עצמו, למקרה הזה, אנחנו איננו יודעים אם זה היה פיגוע חבלני או לא. זה אחת מהמטרות של ועדת החקירה בבדיקתה. את מדינת הטרור הזאת, המדינה השפיסטית, אותה חיסלנו.
עכשיו צריך לוודא שהיא לא תחזור ותקום על רגליה. 3 semaines plus tard, la commission d'enquête conclut à l'explosion d'une conduite de gaz. C'est donc un accident. Cette version hallucinante des faits ne sera jamais remise en question officiellement. Comme pour mieux souligner l'aveuglement des services de renseignement israéliens, qui ignoraient alors totalement ce qui se déroulait dans la plaine de la Beka. On n'avait pas d'informations en temps réel. C'est bien malheureux, rétrospectivement. On savait qu'il y avait des religieux qui agissaient. Certains, on les connaissait, d'autres, on ne savait pas qui c'était. J'ai subi un choc beaucoup plus grand quand j'ai commencé à entreprendre des recherches sur ce qui existait, disons, au sein des renseignements concernant les chiites au Liban en général. J'ai été très déçu. Je n'ai alors presque rien trouvé comme document sur le sujet. Il n'y avait pas grand-chose non plus dans les services académiques. Il y avait très peu de choses. Les forces internationales présentes au Liban, Américains et Français en tête, sont tout aussi aveugles que l'armée israélienne. Le 23 octobre 1983, presque un an plus tard, elles subissent à leur tour une attaque similaire, d'une violence inouïe. The 2-ton bomb devastated the 4-story building in which 200 Marines may have been sleeping when the explosion occurred shortly after 6 a.m. Beirut time. Les Américains perdent 241 soldats. Au même moment, un kamikaze se fait sauter dans le quartier général des troupes françaises, l'immeuble Drakkar. 58 morts. Une double opération revendiquée par un mystérieux mouvement du djihad islamique. Très certainement un prête-nom du Hezbollah et de l'Iran. Je pense que beaucoup d'éléments indiquent que les Iraniens ont joué un rôle, et même un rôle clé dans cette affaire. Yes, we have some, but we're not going to point the finger until we're absolutely certain. But I think the thing that does come through loud and clear is just the insidious nature of terror, international terror. Le renseignement américain a dit qu'il avait réussi à intercepter une réunion au cours de laquelle l'ambassadeur d'Iran en Syrie, qui a été un des créateurs du Hezbollah, avait explicitement demandé l'organisation d'une telle opération. Bon, les services américains n'ont jamais produit publiquement de preuves. Ils se sont déjà trompés dans le passé, et ils ont aussi déjà menti dans le passé. Donc, on ne peut pas être sûr à 100%. Quoi qu'il en soit, la perception est devenue la réalité. Les États-Unis, la France et d'autres ont agi comme si l'Iran en avait été le responsable. Avec cette nouvelle attaque, personne ne peut plus ignorer les chiites du Hezbollah. Ils se veulent l'incarnation de la résistance à Israël et à ses alliés. Day by day, their following grows. Les fanatiques, qu'on surnomme déjà les fous de Dieu, ne font aucun mystère de leurs intentions. Grâce à leur protecteur et bienfaiteur, l'Iran, et leur capitale, Baalbek, leur combat ne fait que commencer. Intelligence experts have long regarded the city of Baalbek in Lebanon's Bekaa Valley as a center of anti-American terrorism. I recall Je me souviens que le Hezbollah semblait être un acteur local. Puis, au milieu des années 80, il était clair qu'il était alimenté en armes et en hommes par l'Iran, que des otages allaient du Liban à l'Iran. Bref, qu'il était soutenu politiquement. L'organisation prenait de l'importance. So this was an emerging phenomenon.
Dès le départ, les Iraniens avaient compris très intelligemment qu'on ne peut pas créer une milice armée sans que celle-ci n'ait le soutien de la population locale. Les Iraniens ont construit ce que j'appelle une contre-société. À côté de la société libanaise normale, il y a une autre société. La société du Hezbollah est la suivante. Un enfant naît, il va à la crèche du Hezbollah. Après, il va à l'école du Hezbollah. Puis, il va au scout du Hezbollah. Il va ensuite au lycée du Hezbollah. Alors, il s'engage dans le Hezbollah. The Israelis were counting. 600 men dead in 2 years. It was a price many were not prepared to pay. L'armée israélienne s'enlise au Liban chaque jour un peu plus. Le 6 juin 1985, 3 ans après le début de l'invasion, elle quitte le pays, tout en conservant une zone de sécurité au sud, soit 10% du territoire libanais. Elle y restera 15 ans, jusqu'en 2000. Ce premier retrait, partiel, constitue pour l'État hébreu une défaite sévère, humiliante même. Pour le Hezbollah, c'est sa première victoire. Surtout, l'organisation chiite révèle ce jour-là sa responsabilité dans la destruction du QG israélien, à Tyr. Le nom du shahid, Ahmad Kassir, est révélé. Le 11 novembre, jour de l'attentat, devient le jour officiel des martyrs de la résistance. Alors, lorsque l'ayatollah Khomeini disparaît en juin 1989, son héritage est plus vivant que jamais. La théocratie chiite qu'il a fondée 10 ans plus tôt est solidement installée. Et le combat qu'il a initié contre Israël et les États-Unis, par l'intermédiaire du Hezbollah, a imposé l'émergence d'un nouveau Moyen-Orient. Désormais, que vont faire les successeurs du guide de cet héritage ?